Vendredi 11 octobre 2019. Les ultras du club de Cenk Paoli diffusent le communiqué suivant à propos de leur joueur turc Cenk Sayın. Ce n'est pas la première bévue linguistique et médiatique de Sayın à ce sujet. Par le passé, il a déjà exprimé sa loyauté au régime et son mépris quant à la mort de la population kurde. Il savait qu'il avait déjà fait des faux pas et que ses prises de position dans notre club étaient un affront clair. Pour nous ultras, il est donc certain que Cenk Sayın ne doit plus porter le maillot du FC Cenk Paoli. Et demandons au club de licencier Cenk Sayın aujourd'hui, vendredi 11 octobre. Les liens entre politique et football sont bien connus. De là à demander le licenciement d'un de leurs propres joueurs pour des convictions politiques en marge de l'identité du club, c'est déjà un peu plus surprenant. En revanche, quand on connaît l'histoire du club de Cenk Paoli, la logique est implacable. Plongé au cœur d'un des clubs les plus politisés d'Europe. Pas de football pour les fascistes. Les extraits qui rythmeront cette chronique sont tirés du livre de Michael Correa, Une histoire populaire du football, aux éditions La Découverte. Pour comprendre le club de Cenk Paoli, deux aspects sont indissociables. Sa localisation et son histoire. Rien de bien surprenant jusque-là. Le club de Cenk Paoli est situé dans le quartier du même nom, dans la ville d'Hambourg, au nord de l'Allemagne. Le côté marginal du club est étroitement lié à sa position au sein même de la ville. Situé sur la rive droite de l'Elbe, le quartier est le repère des marginaux. Dès le XVIIe siècle, le quartier est considéré comme malfamé. Il abrite un hôpital de mise en quarantaine. Au début du XXe siècle, le quartier regorge de maisons closes, de cabarets, de troquets pour dockers et marins de passage. La Reeperbahn, l'artère principale du quartier, est une espèce de Pigalle à la sauce allemande. Dans le même temps, le quartier devient un foyer du syndicalisme ouvrier, dockers oblige. En 1896, une grève est organisée par 16 000 d'entre eux, accompagnés d'usinards du coin. Le club omnisport de Cenk Paoli voit le jour le 15 mai 1910 dans ce contexte. En 1924, c'est la section football qui voit le jour, pour se nommer définitivement le Fußball Club de Cenk Paoli. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le club est contraint de se soumettre aux lois que les nazis vont promulguer en 1933. Malgré cela, Otto et Paul Lang, deux frères juifs, vont porter les couleurs du club. Sportivement, le club ne gagne quasiment rien ou presque de toute son histoire. Le FC Cenk Paoli n'a eu qu'un titre de deuxième division en 1977 et quelques titres régionaux. Pourtant, le club dispose d'un nombre de fans impressionnant pour un club ayant aussi peu de résultats sportifs. Michael Correa donne le chiffre de 11 millions de fans et plus de 480 clubs de supporters. L'identité du club va s'enraciner après la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses salles de concert sortent de terre dans les années 60. Ce n'est rien d'autre que les Beatles qui vont lancer leur carrière professionnelle dans la ville d'Hambourg et plus particulièrement dans le quartier de Cenk Paoli. John Lennon a même déclaré « Je suis peut-être né à Liverpool, mais j'ai grandi à Hambourg. » Nous avons là les différents ingrédients qui donnent l'identité à ce club et à ce quartier. La culture de la gauche ouvrière, le côté marginal assumé et mis en avant, et l'aspect alternatif étroitement lié au développement du rock dans la cité hambourgeoise. Après l'identité et les mots, viennent les actes. Dans les années 80, le quartier subit ses premiers changements. L'Hafenstrasse voit ses immeubles devenir de véritables espaces de bouillonnement culturel. Hambourg est alors la deuxième plus grande ville d'Allemagne. Le quartier de Cenk Paoli, lui, devient le centre névralgique de la gauche radicale allemande. Les squatteurs d'Hafenstrasse s'investissent autant dans la lutte antinucléaire et les mobilisations antimilitaristes qu'au sein de leur quartier en tissant des liens étroits avec les ouvriers des docks mis au chômage suite à la récession économique. Ces gens-là vont peu à peu rejoindre les tribunes du FC Cenk Paoli. Le gardien de l'époque, Volker Hippig, est alors l'emblème du club. Accompagné de sa fidèle crinière blonde, il quitte parfois l'équipe pour aller manifester ou pour travailler dans une garderie pour enfants handicapés. Des groupes d'ultras commencent à se former. On entend les premiers slogans antifa. Jamais plus de fascisme, jamais plus de guerre, jamais plus de 3e division. Dans Carambolage sur Arte, Vincent Lecoq donne pêle-mêle quelques exemples d'actes sociaux et politiques qui inscrivent le FC Cenk Paoli dans une sphère différente.
Le premier joueur d'Afrique noire à fouler une pelouse professionnelle allemande le fait tout naturellement à St. Pauli en 1963. Et lorsque les supporters découvrent le passé nazi d'un des anciens présidents du club, Wilhelm Koch, qui avait donné son nom au stade, ils votent pour le débaptiser et revenir à leur nom initial, le Millantor-Stadion. Le FC St. Pauli est aussi un club antisexiste. En 2002, la publicité d'un magazine masculin est retirée de l'enceinte du stade car jugée dégradante vis-à-vis des femmes. Et quand une des PME du quartier, un club érotique, emménage sa loge en mini-club de striptease avec pole dancing et miroir, les supporters obtiennent l'interdiction des effeuillages qui ne correspondent pas du tout à leurs valeurs. Les exemples sont nombreux. Comment aborder le club de St. Pauli sans parler de son célèbre emblème, le Jolly Roger, ce légendaire drapeau pirate à fond noir orné de 2 tibias croisés surmontés d'un crâne blanc. Ce drapeau a une double référence. Explication avec Doc Mabuse, un punk bien connu du quartier. Après un match, j'étais complètement bourré et je suis passé devant une église. Il y avait un stand qui vendait des drapeaux et j'en ai vu un avec un crâne et des os en croix qui coûtait 10 marks. Je sais plus si je l'avais cloué ou agrafé à un manche à balai, mais je l'ai ramené au stade et c'est comme ça que c'est venu. Voilà pour la légende. Pour l'origine plus historique, ce drapeau fait référence à la tradition de piraterie de la ville d'Hambourg, incarnée par Klaus Stortebeker, dit le corsaire rouge, décapité par les autorités de la ville. Cette figure populaire représente la rébellion des pauvres volant les riches marchands de la cité portuaire. À l'ombre du foot business, le FC St. Pauli est l'un des bastions d'un éventuel football de gauche. Est-ce que le football peut-il réellement être de gauche ? Vous avez 4 heures. Le quartier a quand même subi une vraie gentrification au tournant des années 2000. Les galeries d'art accompagnées de ces artistes, l'installation d'ingénieurs évoluant dans le numérique, ont participé à une hausse massive des loyers, faisant fuir quelque peu l'identité du quartier. Pour éviter que leur club ne subisse lui aussi une perte d'identité et devienne un produit de consommation, plusieurs groupes de supporters ultras fusionnent pour donner naissance aux Ultras St. Pauli, garants de l'identité du club. Plus récemment, en 2017, la ville d'Hambourg a reçu le G20, plus haut sommet politique mondial. Comme souvent, les manifestations contre cet événement prennent de l'ampleur dans la ville. Le club ouvre alors les portes de son stade pour permettre à plusieurs centaines de militants de s'y retrouver. Comme le rappelle l'affiche à l'entrée du Millantor Stadion, en lettres rouges et noires, il n'y a ni la place pour l'homophobie, pour le fascisme, pour le sexisme et pour le racisme. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur Radio Gatine. Merci à Benjil Tollier, à la console et à la lecture des passages du livre.